L'uranium est en fait de l'énergie libre sous la forme de minerais, pratiquement inépuisable. Une seule barre pourrait alimenter en électricité une famille entière sur toute une vie. Et vous connaissez la meilleure? Une livre d'uranium coûte à peine 35 $. Pour les gardiens du troupeau qui avaient la main mise sur le monde, pas question de laisser cette énergie à la disposition des peuples. Quand on y réfléchit, on se rend compte en effet qu'il y a plusieurs choses très bizarres autour de la radioactivité. Déjà pour commencer, je me demande comment Pierre et Marie Curie ont fait pour survivre si longtemps à leurs travaux. C'est vrai, ils ont travaillé en aveugle durant des années, avec des tonnes de minerais d'uranium. Ils ont fait énormément d'expériences, manipulé toutes sortes de matières radioactives sans protection aucune, sans avoir la plus petite idée des dangers qui les menaçaient, et les limites à ne pas dépasser. Et en dehors de quelques petites malheureuses brûlures, ils n'ont jamais eu aucun problème. Pourtant, Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium, qui est 400 fois plus radioactif que l'uranium, puis le radium, 900 fois plus radioactif. On aurait pu s'attendre à ce qu'un jour, à force d'expérimenter tout azimut, Pierre Curie boive une fiole de radium pour tester et avale la rasade de trop ou qu'il inhale malencontreusement du polonium qui est très toxique. Eh bien non, il est mort au bout de 11 ans d'expérience alors qu'il traversait la rue en courant comme un jeune homme. Fauché en pleine forme, il est mort en bonne santé. Quant à Marie, qui a passé 30 ans avec ses produits radioactifs, on nous a dit qu'elle avait fini par mourir sans doute à cause de sa trop longue exposition aux radiations. Je veux bien le croire, mais ce n'est même pas sûr car enfin, elle a quand même vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Quand on considère que dans les années 30, l'espérance de vie d'une femme en France ne dépassait pas les 55 ans, ça tient du miracle. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui me font bizarre, moi. En réalité, il est très difficile de dire si la radioactivité est vraiment aussi dangereuse qu'on nous le dit. On nous a fait tellement peur que personne n'a envie d'aller vérifier, et donc on est bien obligé de les croire sur parole. Pourtant, à y regarder de plus près, les États n'ont jamais pu établir de chiffres précis quant à sa dangerosité. Ça dépend de tellement de paramètres qu'au bout du compte, plus personne ne peut plus rien y comprendre. Les chiffres du taux d'exposition létale rapportés au temps d'exposition varient énormément et sont même parfois contradictoires. Il n'existe aucun consensus, ni aucune certitude là-dessus. Il y a comme un flou énorme autour de cette question. Il se trouve que Marie Curie a rapidement orienté ses recherches dans le domaine médical. Grâce aux radiations produites par le radium, elle espérait développer des traitements contre le cancer, déclaré fléau de l'humanité pour la première fois en 1906. Tout ce qui était radioactif semblait porteur de grandes promesses pour l'humanité et notamment au niveau de la santé. C'était l'époque des lotions radioactives pour bébés, des crèmes rajeunissantes et même des cigarettes au radium. Une danseuse fort connue à l'époque avait même demandé à Marie la confection d'un costume phosphorescent en radium. Non mais, je vous vois sourire, mais je ne pense pas que les scientifiques de l'époque aient été assez stupides pour ne pas voir les dangers de la radioactivité. Ils connaissaient les effets de brûlure du radium sur la peau et la toxicité du polonium inhalé ou ingéré. Mais il semble que le danger des radiations ne présentait rien d'insurmontable ou qu'on ne puisse pas contrôler. Rien d'équivalent, en tout cas, à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. L'utilisation de l'uranium, 900 fois moins radioactif que le radium, a d'ailleurs continué de se répandre largement dans l'industrie tout au long du XXe siècle, et ce, au moins jusque dans les années 70. Saviez-vous, par exemple, que l'uranium appauvri a été utilisé comme contrepoids par de nombreux fabricants d'avions, et notamment sur les premiers Boeing 747. Alors, je ne pense pas que Boeing aurait pu ignorer la dangerosité de l'uranium, ni mépriser à ce point la sécurité de ses passagers. La première centrale nucléaire voit le jour en décembre 1951 dans le laboratoire national de l'Idaho.
Elle produit environ 1000 watts d'électricité, de quoi allumer 4 ampoules. Puis, rapidement, de quoi éclairer tout le bâtiment. Elle fonctionne avec de l'uranium enrichi à 90%, autrement dit, l'uranium militaire. Aujourd'hui, l'uranium enrichi de nos centrales ne l'est qu'à 3 ou 5%. En 1954, la première centrale civile est soviétique. Les Français et les Britanniques leur emboîtent le pas 2 ans plus tard, et les Américains suivront en 1957. Parallèlement, en matière de miniaturisation, les choses s'accélèrent. On parle de plus en plus de réacteurs individuels pour alimenter les maisons. À la fin des années 50, les premiers prototypes de voitures à moteur nucléaire sont présentés au public dans les motoramas, des grands shows itinérants organisés par General Motors. Le 18 janvier 1958, l'Astral du constructeur Studebaker est présenté au South Penn Art Center. Il n'est pas du tout question à l'époque de radiation mortelle ni d'aucun danger qui pourrait stopper l'élan des constructeurs automobiles, alors qu'un véhicule est par nature sujet aux collisions. Alors, que s'est-il passé? Que reste-t-il de toute cette effervescence des années 50? Apparemment, et là, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que les producteurs de pétrole et l'industrie nucléaire sont partagés un marché. Les moteurs nucléaires ont été tout à coup réservés aux seuls militaires pour leurs sous-marins, leurs porte-avions, pourtant sujets à la casse sur les théâtres d'opération, tandis que les civils ont dû se contenter de l'électricité des centrales imposantes et des bons vieux moteurs au pétrole. Pour réussir ce rétro-pédalage, il a fallu amorcer un virage à 180 degrés et insuffler en douceur l'idée que la radioactivité était très dangereuse. Cette peur était d'autant plus facile à implanter qu'elle surfait sur celle de la bomba. C'est ainsi que l'on vit apparaître sur les écrans à l'époque le personnage de Godzilla, monstre né des mutations génétiques résultant d'Hiroshima et Nagasaki. Finalement, les ingénieurs et ouvriers qui travaillaient depuis les années 50 sur les premières centrales ont vu débarquer des hommes en combinaison blanche et masque intégral, compteur Gégère en main. Ces hommes en blanc sortis de nulle part leur ont dit de tout arrêter immédiatement, et à la stupéfaction générale des travailleurs du nucléaire, ils ont expliqué à quel point l'uranium était dangereux et qu'une simple exposition à la radioactivité suffisait pour causer la mort. Stupéfaction, incompréhension, car les ouvriers et les cadres qui avaient participé à l'installation des premières centrales se souvenaient d'un temps pas si lointain où ils formaient une chaîne humaine et se passaient les barres d'uranium de main en main jusqu'à la piscine. Les plus crédules ont fini par paniquer, leur sang s'est glacé dans leurs veines, ils se voyaient déjà morts. Mais les années passant, d'autres ont fini par comprendre l'entourloupe. Je sais, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais peut-être allez-vous croire Galen Winsor. I'm pleased to have as our guest Mr. Galen Windsor from Richland, Washington. I first heard of Galen from a tape that somebody gave to me some months ago, and I found his story to be absolutely fascinating. His story is unique, to say the least. Galen has been in 77 different cities in the last 2 years lecturing on the subject of nuclear energy. The majority of his life, the last 35 years, he spent processing plutonium from nuclear reactor sites. He has worked in the Manhattan Project facilities in Hanford, Washington, Oak Ridge National Laboratories and Nuclear Plant in Oak Ridge, Tennessee, General Electric's Midwest Fuel Recovery Plant in Morris, Illinois, General Electric's Fuel Fabrication Facility in San Jose, California, and Wilmington, North Carolina. And he's worked in every major reactor decommissioning project around this nation up to this present time.
But in September 1950, I got into this thing called plutonium processing when we did it barehanded, without instruments, without coveralls. We had some of the most peculiar acid burns in some of the shirts, and I found one of those the other day. It's got acid burns all up the front of it. Plutonium on it, too. Amazing. That was normal operation in those days. Out in the reactor began to sneak in people who wanted a radiation monitor behind every reactor operator. Why? We know how to make these things run. When we got a metal fuel element stuck and it fell down on the trampoline back of the reactor, we'd go in with our feet and kick it off into the pool, smoking, burning. If you didn't have an instrument, you didn't know it was too hot, so you just went in and kicked it. Finally, along came a rule maker that says, thou shalt not do that. You'll get burned. Oh, I didn't get burned when I did it last week. But you exceeded the limit. Well, where did this limit come from? Oh, fine. We've been doing this thing for years now, and we've never been burned. Why have we got these rules? Don't you ask questions. If you do, you might disappear. Those who broke the rules didn't appear the next day. Military rule? Oh, yes. Absolute. What was your appeal? And people you were working with one day, when they weren't there the next day, you didn't go inquire why. Well, 2 years ago, I started traveling for American Opinion Speakers Bureau, and one of the documents that they had was Major Jordan's diary. A story of shipping the technology and the material that was developed at Hanford in 1944 directly to Russia on U.S. Air Force planes out through Great Falls, Montana, Fairbanks, Alaska, under the auspices of one Harry Hopkins, and with the at least tacit approval of Franklin Delano Roosevelt. Now what are you going to do? That thing that we had been doing and feeling so good about had been shared at no expense with Russia. Now in this plant is a beautiful pool. It's got a place to store spent fuel bundles till it won't stop. 660,000 gallons of water, demineralized, just as clear and pretty as it can be. Heated to 100 degrees Fahrenheit when the outside temperatures are a minus 20, wind chill factors down to a minus 60, and I found out that I could swim in that rascal. You turn off the lights at night and it had a light blue Cherenkov effect. And this kid from Nevada that never could pass up a warm swimming hole used to go swimming in that pool. There wasn't anybody that had the nerve to swim with me, but since I was manager of safety and analytical service at this plant, it was mine to use. I had the bottle of it last time I went swimming, why I filled this 2-liter bottle with water and washed it off on the outside in the shower when I washed me off on the outside so that we didn't tattletale. You know, radioactive material is just a trace or a tattletale. So you got to get it off so they won't know that you've been swimming in the pool and drinking the water. So I took this bottle in and set it on my desk. And who would suspect that the manager of safety and analytical service had a bottle of spent fuel pool water sitting on his desk, and he drank a glass of it every day. Alpha comes from uranium. Okay, radioactive material. You pour it out in the hand, and that's radioactive contamination. Is it radioactive? Yeah, it is. Very radioactive. Now, decontamination is nothing but scooping it back up and putting it into the bottle. I just now decontaminated my hand. No, I didn't do such a good job. Not good at all. Is it still radioactive?
Yeah, that's called residual radioactivity. That material that I just ate is not soluble in body fluids. Like your stomach has 10th normal hydrochloric acid in it, so it won't even dissolve. The stuff is so fine that it has no texture to it. Doesn't even feel rough. So it's tasteless, odorless, has no texture. How is it supposed to hurt me? En absorbant l'uranium comme il le faisait en public, Galen voulait démontrer en réalité que la peur des radiations avait été exagérée pour effrayer les gens, de sorte que quelques personnes puissantes ont pu garder le contrôle total de la ressource énergétique qu'il qualifiait, lui, Galen, la plus précieuse au monde. Je pense exactement comme lui. L'uranium est en fait de l'énergie libre sous la forme de minerais, pratiquement inépuisable. Une seule barre pourrait alimenter en électricité une famille entière sur toute une vie. Et vous connaissez la meilleure? Une livre d'uranium coûte à peine 35 $. Pour les gardiens du troupeau qui avaient la main mise sur le monde, pas question de laisser cette énergie à la disposition des peuples. Pas question de leur permettre d'utiliser des voitures avec cette énergie. Il y avait trop à perdre. Qui sait s'ils n'en profiteraient pas pour se libérer? Bref, dans les années 60, le mensonge prend place. Les centrales se multiplient. On parle de plus en plus des dangers de la radioactivité dans les médias. La pression est de plus en plus forte au cours des 2 décennies. Mais ça reste un concept aux yeux du grand public. Il va falloir transformer la théorie en terreur bien concrète. Le 17 mars 1979, un film grand public sort dans les salles aux États-Unis, Le Syndrome chinois. C'est un thriller. L'histoire raconte que des journalistes présents dans une centrale lors d'un reportage assistent à ce qui aurait pu être la plus terrifiante des catastrophes nucléaires. Toute l'intrigue repose sur la divulgation de l'incident que les responsables tentent d'étouffer. Finalement, le héros parvient à révéler la vérité et il annonce, sur un ton grave, la menace qui pèse sur l'humanité. Et ça, c'est une découverte pour le grand public. Et cette menace, la voici. En fondant, un réacteur nucléaire pourrait s'enfoncer dans la croûte terrestre, traverser le cœur de la Terre et ressortir en Chine, sans que rien ne puisse l'empêcher. La fin de toute vie sur Terre. Alors, vous imaginez, je sais bien, c'est un peu farfelu, mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Le succès du film est immédiat. Or, comme par hasard, 12 jours seulement après sa sortie, survient la catastrophe de 3 Mile Island. C'est la panique, vous imaginez, dans le monde entier. Le syndrome chinois est dans tous les esprits. Il n'en fallait pas plus pour faire naître la psychose d'une apocalypse nucléaire. L'incident a été largement diffusé au niveau international et il a eu des effets profonds sur l'opinion publique. Le 29 mars 1979, le monde a pris conscience que les accidents nucléaires constituaient un risque réel pouvant survenir à tout moment. L'uranium devint, pour les adultes, l'équivalent de l'ogre du Petit Poucet, la source de toutes les angoisses. Et Marie Curie a dû se retourner dans sa tombe. Let's talk about 3 Mile Island. What really happened there? We've heard all kinds of stories about meltdown, and they made movies on it that this meltdown could melt right through the earth, clear through to China, and we've seen a lot of scare stories. What really happened at 3 Mile Island? Do you know what really happened there? Yes, I do. I followed that one very closely. In fact, I know the guys personally who wrote the script for China Syndrome and also wrote the script for the 3 Mile Island fiasco.
Dale Breidenbaugh, Dick Hubbard, and Greg Miner, who used to work with me at General Electric, are the MBH associates that wrote that China Syndrome script. And not only that, remember that was the time China Syndrome came out, Jane Fonda starring. 14 months ahead of the TMI-2 accident, it was predicted in writing in New York State that that accident would happen 1 year from the date that that 3 Mile Island 2 reactor started up. It started up in March 1978, and it went down March 28, 1979, right on the day, 1 year anniversary. In other words, with 14 months advance notice, the industry still went along with the sham. Nothing happened there except that the owner, the operator, and the regulators conspired to turn it off. And so, no, the fuel didn't melt. The China Syndrome is a scriptwriter's fantasy. So there was no accident at 3 Mile Island? No, they did it on purpose. Eh bien, je pense que nous en sommes exactement là aujourd'hui avec l'uranium. Les normes ont été rabaissées des millions de fois pour nous faire peur, pour pas qu'on s'en approche, pour pas qu'on ait l'idée de le voler, surtout pas le voler. Faites l'expérience, laissez une barre d'uranium avec son logo terrifiant en pleine rue, à la vue de tous, et vous verrez que même le voleur le plus aguerri s'enfuira en courant. Ce logo est génial, plus efficace que la tête de mort sur les poisons. Pourtant, comme disait Galem, qui était bien placé pour le savoir, l'uranium est la ressource énergétique la plus précieuse au monde. L'opération de propagande antinucléaire à grande échelle débutée dans le courant des années 60 venait d'atteindre son point culminant avec l'incident de 3 Mile Island. Et l'idée que les responsables industriels cachaient la vérité au public, comme dans le film Le syndrome chinois, amplifia la défense des populations envers cette énergie. Provocation ultime, après 23 ans d'analyse, plusieurs rapports scientifiques ont conclu que cet incident n'avait provoqué ni décès, ni blessures ou effets néfastes sur la santé. Mensonge, ont protesté les antinucléaires qui s'appuyaient évidemment sur d'autres rapports qui affirmaient le contraire. L'opacité des industriels a eu pour effet d'attiser la haine des militants jusqu'au fanatisme. Le mensonge marchait presque trop bien. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, la peur ne dure qu'un temps. Il faut toujours l'alimenter. L'incident de 3 Mile Island n'avait peut-être pas suffi, d'autant que dans le milieu des années 80, les interventions de Galem Windsor, que nous avons vues plus haut, commençaient à ouvrir les yeux de certains sur la supercherie atomique. Il fallait arrêter ça tout de suite, et il fallait frapper fort. En 1986, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Cet accident nucléaire majeur avec la fusion du cœur du réacteur numéro 4 allait traumatiser le monde. L'explosion a provoqué la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, provoquant sur le très long terme une très large contamination de l'environnement. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées. L'accident a provoqué entre 60 et 4 000 décès selon les rapports publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture. Beaucoup plus selon les militants antinucléaires organisés comme une armée autour d'organisations aux ramifications tentaculaires. Inventory control practices capitalized on the fear of undereducated masses who work in the industry. I didn't say anything about ordinary people now. I'm talking about the people who have worked in the industry and those who cast stones from without. The Ralph Naders, the Jane Fondas. Now, it doesn't take you much thinking to find out that maybe the industry is the source of the problem. The industry is the one that made up the committees that made the rules that the Congress enforced.
You ever thought of it that way? On a dit que la construction de la centrale avait été réalisée sans respecter les normes en vigueur. Mais ça, moi j'ai envie de dire que c'est une généralité qui touche presque toute l'industrie nucléaire. N'oubliez pas que les autres réacteurs de la centrale de Tchernobyl ont continué de fonctionner jusqu'en décembre 2000. Pensez-vous vraiment que ces autres réacteurs respectaient mieux les normes de construction en vigueur? Et d'ailleurs, je me mets à la place des industriels. Pourquoi respecter des normes draconiennes, excessivement chères quand on sait qu'elles résultent d'un baratin inventé pour faire peur aux moutons? La radioactivité doit horrifier le monde. Il faut donc sacrifier les héros. Sous couvert de les soigner, on leur donne des médicaments qui en réalité les affaiblissent puis les empoisonnent. Les médecins l'ignorent. Ils n'ont pas la possibilité de connaître la composition des pilules expérimentales qu'on leur donne et qu'ils administrent à leurs patients. Tout le monde tombe rapidement malade. Selon les doses, certains mourront le lendemain, d'autres tiendront la semaine, d'autres encore pourront survivre 2 ans, etc. Quant aux malformations et handicaps de certains bébés nés après la catastrophe, l'opération prévoit un suivi médical des anciens habitants de Pripyat. Les femmes enceintes seront particulièrement suivies durant leur grossesse. Une médication spéciale administrée à certaines d'entre elles suffira à convaincre la communauté internationale de l'horreur des radiations et de la dangerosité de l'uranium. Ajoutez quelques photos de moutons à 3 pattes, quelques photos d'arbres décharnés et plus personne ne voudra s'approcher de ce no man's land nucléaire. Pourtant, aujourd'hui à Kiev, la capitale d'Ukraine située à moins de 100 km de la centrale, il n'y a pas de problème de radioactivité, pas de mutation génétique, pas d'espérance de vie en chute libre par rapport aux pays voisins. Mais il n'en reste pas moins que la population née avant l'accident vit comme si elle avait déjà traversé la fin du monde. Le traumatisme du peuple ukrainien ne s'effacera jamais. Tout va dans le sens de ce que je vous dis. Souvenez-vous des rejets radioactifs de la Kojima à La Hague. On retrouvait dans la Manche jusqu'à 3500 fois les taux naturels de radioactivité. À La Hague, l'association antinucléaire accuse la Kojima de rejet radioactif. La crise dure pendant des mois. La dernière fois où cette conduite était encore sortie de l'eau, il y avait jusqu'à 3500 fois la radioactivité naturelle sur cette plage. Face à Greenpeace, le patron de l'entreprise publique ne lâche rien. Et les 360 kilos d'uranium accidentellement rejetés par la Socatrie en 2006. Les 30 mètres cubes d'effluents uranifères déversés sur le sol et les fuites radioactives dans les centrales qu'on découvre toujours avec retard quand on les découvre et qu'on ne compte plus tellement c'est devenu banal. Vous voulez d'autres exemples ? Ce n'est pas ça qui manque. Les torches et les médailles des JO de Tokyo fabriquées avec l'aluminium irradié de Fukushima. La grande distribution avec les fruits qui sont systématiquement irradiés avant d'être mis sur le marché. Et les milliers d'essais d'armes atomiques sur Terre comme dans la haute atmosphère. Où est passée la pollution ? Depuis le temps, les gens devraient tomber comme des mouches dans les rues. Ah, c'est une pollution radioactive éphémère. Et toutes ces centrales nucléaires implantées dans des pays à fort danger sismique, le Japon, la Turquie par exemple. Même en France, les centrales sont majoritairement installées dans les régions les plus exposées. Le projet d'ITER de la fusion nucléaire de Cadarache, près d'Aix-en-Provence, a été construit à quelques centaines de mètres d'une faille sismique de première importance. Ils font exprès ou quoi? Non, c'est juste que la peur de l'uranium est une arnaque, un canular. Et ce n'est pas les dirigeants de la Socatrie qui me
contrediront, eux qui n'ont même pas pris la peine de mettre en service le dispositif de détection sismique et anti-incendie de la centrale de Tricastin. Pendant ce temps, les vieilles centrales, tellement vétustes, continuent de tourner au mépris des dangers mortels qui pèsent soi-disant sur les populations. Que penser aussi de ces images terrifiantes de ces missiles atomiques à l'abandon après l'effondrement de l'URSS, en train de rouiller dans leurs silos? Que penser de cette flotte de sous-marins nucléaires aux plaies béantes par lesquelles suintaient les combustibles radioactifs qui se déversaient dans le port de Mourmansk? Aujourd'hui, comme par miracle, plus rien. La communauté internationale se réjouit. Il a fallu 40 ans d'efforts pour nettoyer Mourmansk. Je me demande vraiment comment un tel nettoyage est possible. Lorsque le mal est fait avec la radioactivité, on nous a toujours dit que la pollution radioactive perdurait sur des milliers d'années. De deux choses l'une. Soit on nous ment sur le nettoyage, soit on nous a menti à propos de la pollution censée s'étendre sur des milliers d'années. En tout cas, les deux affirmations ne peuvent pas coexister dans la même réalité. On se souvient, enfin, des tonnes de déchets radioactifs jetés dans l'océan Atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique. L'océan était devenu une vraie poubelle radioactive. Je me souviens encore de ces documentaires des années 60. On voyait dans ces documentaires des bateaux jetant par-dessus bord des dizaines de milliers de bidons remplis de déchets nucléaires. C'était l'horreur. De quoi faire des cauchemars pendant des nuits entières. L'annonce d'une apocalypse inévitable qui allait tous nous rattraper. Mais là encore, rien. On continue de pêcher dans la mer Baltique, de se baigner, et le temps passe et tout semble oublié. On comprend mieux pourquoi nos centrales sont si peu protégées, vu l'extrême dangerosité prétendue de l'uranium. Une armada de militaires, de policiers et de gendarmes devrait être présente pour sécuriser la place. Au lieu de ça, les drones se baladent, les militants écologiques peuvent y passer le week-end pour y pratiquer l'escalade sans jamais être stoppés. Si on s'en tient aux théories officielles, tous les comportements que je viens d'énumérer sont totalement irresponsables. Ça n'a aucun sens. Même pour un politique, même pour un industriel, il y a quand même des limites à l'incompétence, à l'incurie et à la cupidité. La vérité est forcément ailleurs. De toute évidence, le danger de l'uranium est un leurre, un repoussoir pour maintenir les peuples en esclavage. Et leur mensonge a tellement bien pris qu'au moment du fameux nuage de Tchernobyl, les autorités françaises, à l'image d'un professeur Pierre Pellerin, pris à leur propre piège, ne savaient plus comment rassurer les Français. À 10 becquerels par mètre cube d'air, et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Pourquoi EDF n'a jamais tenu compte dans ses factures d'électricité du coût exorbitant que représenterait à l'avenir le démantèlement de ces centrales? C'est un peu ballot, non? Sauf à penser que les dirigeants savaient déjà à l'époque que ce démantèlement ne coûterait rien et qu'il serait toujours temps de s'en occuper plus tard, à un moment où l'attention des moutons serait occupée par une autre peur. L'accumulation des mensonges en contradiction avec les faits conduit toujours à des incohérences et les incohérences à des impasses. Une petite parenthèse, puisque je parle ici de moutons. Au commencement, les écologistes dont les mouvements étaient encore embryonnaires étaient classés parmi les moutons récalcitrants.
L'ufologie épousait d'ailleurs entièrement la cause écologique. Dès les années 50, le contacté Georges Adamski avait reçu des messages très explicites de condamnation de l'arme atomique. Si, en se politisant, les écologistes ont fini par se ranger du côté des moutons dociles, côté moutons récalcitrants, la propagande antinucléaire n'en a pas moins perduré à travers le mouvement New Age. Et pas seulement. Les observations d'OVNI régulières au-dessus des centrales et bases militaires nucléaires, notamment en France, au-dessus du plateau d'Albion, ont contribué à répandre l'idée que le nucléaire inquiétait même les extraterrestres. Une façon de donner un bel os à ronger aux moutons récalcitrants pour qu'indirectement, ils ne puissent pas douter de la réalité de la menace atomique. Moutons dociles, moutons récalcitrants, dans le canevas des mensonges enchevêtrés, une fois de plus, tous les moutons sont tombés dans le piège.